Et bonjour à tous. Les Nouveaux Chemins sourient tous les jours en lisant Les Détracteurs de la Bien-Pensance en compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Mathilde Wagman et Antoine Ravon. À la lecture de Particules élémentaires cette semaine, Georges Claes. À la réalisation de Contre-Empire du Bien, Bertrand Chaumeton. Avec aujourd'hui, à la prise de son étendue au-delà du domaine de la lutte, Clément Datet. À 10h47, ce sera l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire Pour une contemplation subversive, un livre de Christophe Pellet, publié aux éditions de l'Arche. Si vous deviez sauver un animal, le bichon frisé. C'est un tout petit chien, c'est comme une peluche. C'est tout gentil. Et ça vous saute dessus, ça vous lèche, enfin c'est hyper gentil. Après Monterland, Rieux-La Rochelle et Roger Nimier lundi, Villiers de l'Isle-Adam et Mirbeau hier, et avant Diogène le cynique demain, pour ce 3e temps de notre semaine où nous vous donnons de bonnes raisons d'oser le cynisme, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Laurent pour évoquer les troubles faits mélancoliques que sont Michel Houellebecq et Philippe Muret. Le malaise dans la civilisation a acquis une nouvelle qualité. Il apparaît comme un cynisme diffus et universel. Parler du cynisme, c'est essayer de pénétrer par une nouvelle entrée dans le vieux bâtiment de la critique de l'idéologie. Dans les temps modernes, le terrain favorable au cynisme se trouve aussi bien dans la civilisation urbaine que dans la sphère courtoise. Tous deux sont les matrices d'un mauvais réalisme dont les hommes apprennent le sourire grimaçant d'une franche immoralité. Le cynique moderne de masse perd le mordant individuel et évite le risque de se donner en spectacle. Il est un asocial intégré, un cas limite de mélancolie. Il est la fausse conscience éclairée. Rien n'est jamais plus beau qu'une touriste blonde qu'interviewe des télés nippones ou bavaroises juste avant que sa tête dans la jungle ne tombe sous la hache d'un pirate aux façons très courtoises. Elle était bête et triste et crédule et confiante. Elle n'avait du monde qu'une vision rassurante. Elle se figurait que dans toutes les régions règne le sacro-saint principe de précaution. Pour elle, les pays étaient terres de loisirs. Pour elle, les pays n'étaient que communion. On en avait banni les dernières séditions. Pour elle, toutes les terres étaient terres de plaisir. Elle est morte un matin sur l'île de Tralala, des mains d'un islamiste anciennement franciscain, prétendu insurgé et supposé mutin, qui la viola 2 fois puis la décapita. C'était une touriste qui se voulait rebelle. Lui était terroriste et se rêvait touriste. Ils étaient tous les deux altermondialistes. Leur différence même n'était que virtuelle. Bonjour Caroline Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes agrégée de lettres modernes, éditrice chez Lattès et vous préparez une thèse sur l'esthétique du cynisme chez Philippe Muret, dont nous allons parler aujourd'hui. On trouve également de vous un article consacré à Muret et Houellebecq, les troubles faits dans le magazine littéraire qui ce mois-ci consacre un dossier au cynisme. Philippe Muret, dont on vient d'entendre la voix, c'est lui qui a interprété dans cette chanson la lecture de son texte « Tombeau pour une touriste innocente » qui illustre le court extrait de Peter Sloterdijk que j'ai lu pour ouvrir cette émission. Parler du cynisme, dit-il, c'est essayer de pénétrer par une nouvelle entrée dans le vieux bâtiment de la critique de l'idéologie. C'est exactement ce que fait Philippe Muret pour le coup. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans cet extrait que vous avez en effet lu, c'est de comprendre ce qu'est le cynisme contemporain par rapport au cynisme antique. Cela permet de poser des bases, je crois, assez intéressantes. Le cynisme antique, on le sait, était tourné vers la vertu. Il y avait vraiment une idée de conquérir une forme de morale, de vérité, avec le choix de l'ascèse, c'est-à-dire qu'il y avait un matérialisme, le corps, la nature est extrêmement présent. Qu'est-ce qui transparaît dans le cynisme contemporain? J'entends le cynisme en acte, celui qu'on peut voir par exemple chez les traders d'aujourd'hui, les banquiers, les industriels.
c'est un cynisme tourné vers des fins non plus morales, mais personnelles, vers un profit. Et en cela, il faut bien distinguer le cynisme de Houellebecq ou de Muret, qui est un cynisme, lui, non pas en actes, mais en lettres, c'est-à-dire un cynisme littéraire. Qu'est-ce que c'est que d'avoir recours à un cynisme littéraire ? C'est faire montre d'un style cynique. Et le style, évidemment, peut se comprendre comme rapport au monde. Donc le cynisme littéraire permet de poser la question d'un rapport au monde particulier. C'est ce que montre toujours Peter Sloterdijk. L'ouvrage s'intitule « Critique de la raison cynique » et il distingue d'un côté le cunisme et du cynisme. Le cunisme serait une sorte d'aboiement qui se contenterait d'aboyer, de critiquer tout ce qu'il y a autour de lui, alors qu'on peut reconnaître dans le cynisme une vertu, alors peut-être pas créatrice, mais qui ne se contenterait pas simplement d'aboyer. C'est peut-être le cas du coup de Muret et Houellebecq qui écrivent quand même, qui font acte d'un travail littéraire. Tout à fait. Et leur cynisme n'est que littéraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'extraire en réalité de leur œuvre. Il faut absolument les penser comme un tout, un ensemble, parce que de fait, leur cynisme n'est pas un cynisme en acte. On n'a pas affaire, pour le coup, à des philosophes qui seraient dans la rue en train d'aboyer. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en quelle mesure le cynisme de l'un et de l'autre diffère. Puisque chez Houellebecq, on a des romans avec une forme relativement classique dans la narration, qui permet de suivre une chronologie, qui sont tout à fait suivis de ce point de vue de manière, encore une fois, classique, mais qui, du coup, impose au personnage de prendre en charge ce cynisme. Et ça, on le voit à travers un style qui, en effet, met en avant un principe de juxtaposition. C'est-à-dire que toujours, dans les romans de Houellebecq, on va avoir ce style qui permet de mettre en confrontation deux ordres distincts. Par exemple, dans les particules élémentaires, on a ce personnage de Dzerzhinsky qui a un petit canari qui meurt un jour lorsqu'il rentre de son travail, et on le voit dans la scène l'emballer et puis le jeter au vide-ordures. Et la phrase qui suit, c'est « Que faire d'autre ? Dire une messe ?» Voilà, donc il y a toujours ce rapport un peu de contraste entre deux réalités. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cynisme porté par des personnages, évidemment, ne se suffit pas à lui-même. Il ouvre une brèche. C'est un cynisme qui va vers le silence et vers le désespoir, en réalité. Quelque chose de vraiment plus intérieur. Et on pourrait rapprocher à ce niveau-là le cynisme de Houellebecq de ce que disait Kierkegaard de l'ironie, à savoir que l'ironie a pour vocation finalement de poser des questions dont la réponse n'est pas à venir et nulle, mais qui permet juste de créer un espace vide. Et c'est ce vide que recherche sans cesse Houellebecq, je crois. Pour le week-end de la Toussaint, Michel et Annabelle partirent ensemble à Soulac, dans la maison de vacances du frère d'Annabelle. Le matin qui suivit leur arrivée, ils allèrent ensemble jusqu'à la plage. Il se sentit fatigué et s'assit sur un banc pendant qu'elle continuait à marcher. La mer grondait au large, s'enroulait dans un mouvement flou, gris, argenté. L'écrasement des vagues sur les bancs de sable formait à l'horizon, dans le soleil, une brume étincelante et belle. La silhouette d'Annabelle, presque imperceptible dans son blouson clair, longeait la surface des eaux. Pour le dîner, elle fit griller un bar. La société où ils vivaient leur accordait un léger surplus par rapport à la stricte satisfaction de leurs besoins alimentaires. Ils pouvaient, donc, essayer de vivre. Mais, de fait, ils n'en avaient plus tellement envie. Il éprouvait de la compassion pour elle, pour les immenses réserves d'amour qu'il sentait frémir en elle et que la vie avait gâchées. Il éprouvait de la compassion, et c'était peut-être le seul sentiment humain qui puisse encore l'atteindre. Pour le reste, une réserve glaciale avait envahi son corps. Réellement, il ne pouvait plus aimer. De retour à Paris, ils connurent des instants joyeux, analogues aux publicités de parfums. Ils connurent aussi ces semi-disputes du dimanche après-midi, ces moments de silence où le corps se recourbe entre les draps. Ils étaient tristes, parfois. Mais surtout, ils étaient graves. Ils savaient, l'un comme l'autre,
qu'ils vivaient leur dernière relation humaine. Et cette sensation donnait quelque chose de déchirant à chacune de leurs minutes. Ils sentaient qu'une ombre grise s'étendait en eux, sur la terre qui les portait, et, en tout, ils apercevaient la fin. Si le cynisme de Houellebecq est avant tout littéraire, avez-vous dit, Caroline Laurent, on y trouve quand même dans ces textes une position qui semble être, elle, plutôt peut-être d'ordre politique, voire existentiel, cette certitude d'être devant la fin même de l'humanité, la fin du monde véritablement, est un constat qui se redouble, et c'est là où le cynisme est vraiment intéressant et ambivalent, qui se redouble quand même d'une forme de croyance en quelque chose. Il reste chez cet être desséché qui ne peut plus aimer la compassion, nous dit le narrateur. Il peut encore ressentir quelque chose pour quelqu'un. Avoir de l'empathie pour quelqu'un, c'est quand même l'inverse du cynisme. En effet, mais paradoxalement, c'est ce qui peut nous ramener là aussi à une forme de cynisme antique. Et je veux parler du corps, parce qu'il me semble que la seule joie possible qui demeure dans l'œuvre de Houellebecq est du côté du corps, du côté d'une sexualité plus ou moins épanouie, en général pas vraiment épanouie, mais qui permet de se ressaisir comme être dans l'instant d'une jouissance. Et ce cynisme-là a à voir quand même avec celui, en effet, des anciens, à commencer par celui de Diogène. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que malgré tout, une forme de mélancolie l'emporte, semble toujours dominer l'œuvre, mais c'est cela même qui lui donne une résonance. C'est-à-dire que cette brèche, ce désespoir qui perce en toute chose, est une forme de lucidité. Une lucidité sur le corps social, une lucidité sur le corps humain en tant que dégradation permanente. Donc le vieillissement est une mort avant la mort. Et cette perception du déclin, en réalité, dans l'œuvre de Houellebecq, permet de comprendre petit à petit pourquoi la vie ne mérite pas d'être vécue. Parce que c'est quelque chose quand même qui traverse toute son œuvre, sur l'idée que l'on ne sert à rien et que le sens de la vie nous échappe systématiquement. Nous n'avons rien à voir avec ce monde, écrit un des personnages de Houellebecq. Mais en même temps, nous n'avons rien à voir avec le monde, mais il y a ce travail, c'est là tout le paradoxe, ce travail de l'écriture, du verbe et d'un lyrisme. On l'a entendu dans le texte qui vient d'être lu là par le comédien Georges Claes. Ce lyrisme qui est quand même une forme de confiance accordée à la littérature, puisque les mots peuvent exprimer un sentiment que peut-être le cœur lui-même ne peut plus ressentir, vient sans doute se substituer à cette absence de rire que constate le narrateur aussi dans le texte. Il dit, mais ces deux personnages ne pouvaient plus rire, ils étaient simplement graves. Comme si le cynisme ici n'était pas un premier pas vers l'humour, vers un rire grinçant, le rire de Diogène, mais au contraire, ce constat d'une sécheresse qui n'a même plus la force de sourire ni de rire. Oui, alors, au lyrisme, en fait, on peut, je pense, appliquer quand même ce que je disais au début sur la juxtaposition de deux ordres toujours contradictoires. En effet, le passage très beau d'ailleurs qui vient d'être lu relève d'une forme de lyrisme, mais il sera aussi sec contrebalancé après par un rire beaucoup plus grinçant. C'est donc dans cette espèce de conversation entre deux univers, entre deux tonalités, que peut s'entendre aussi la position de Houellebecq, écrivain. Les choses ne sont jamais manichéennes, les choses ne sont jamais figées. On est toujours dans un balancement, en effet, entre une envie quand même d'y croire, qui passe par la compassion, qui passe par le lyrisme, qui passe par l'amour, et toujours ce sentiment de la fin, dont parle d'ailleurs très bien Muret aussi, qui aimait ce texte de Houellebecq, et qui, lui, est toujours en train de saper, en réalité, les bases de ce même lyrisme. Mais qu'est-ce qui reste de cynique finalement dans ce texte? C'est plutôt un texte effectivement mélancolique, lyrique, désespéré, mais où se trouverait le cynisme? Dans le rire, parce que le rire quand même est absolument omniprésent. C'est-à-dire que le rire de Houellebecq est un rire cynique en ce sens qu'il c'est un rire méchant malgré tout. On dit souvent de nos jours, de manière un peu édulcorée, qu'on ne rit pas de quelqu'un, mais qu'on rit avec quelqu'un. C'est faux. C'est totalement faux. On rit de quelqu'un, on rit de quelque chose. Et le rire, par essence, est un rire méchant, depuis la chute originelle jusqu'à la chute du citoyen lambda sur le trottoir de Paris. C'est-à-dire que ce rire-là, il contient, il me semble, une forme de lucidité qui empêche
d'être dupe de notre monde. Et celui qui rit va toujours se positionner en dehors d'une forme de collectivité, en dehors des autres, d'un groupe, sans doute pour mieux lui tirer dessus. C'est ce qui va conduire et Houellebecq et aussi Philippe Muret, peut-être en particulier Muret, à dénoncer ces effets de groupe, ces espèces de réjouissances collectives qu'il nomme, enfin il crée ce concept d'homo festivus, c'est-à-dire l'homme qui célébrerait le fait d'être ensemble et qui se réjouirait tellement de cette fête qu'il en oublierait de rire. C'est là la posture inverse du cynisme. Oui, alors c'est-à-dire que, en effet, Muret comme Houellebecq sont deux écrivains, et je reviendrai encore une fois sur ce terme d'écrivain qui a vraiment toute son importance, qui se désolidarisent absolument de tout. C'est-à-dire que quand on lit Houellebecq et quand on lit Muret, on fait nous-mêmes l'expérience d'une forme de solitude. Parce que ce qu'ils disent ne nous permettent pas d'entrer en adhésion avec ce monde qui en effet est absolument abject. Et ce rire-là est en effet paradoxalement un vrai rire qui dénonce le faux rire que serait la fête généralisée dont parle Muret. Homo festivus, c'est quoi? Homo festivus, qui est un peu le principe dominant qui traverse l'œuvre de Philippe Muret, il le dit lui-même, est un être non problématique. C'est-à-dire que c'est une espèce de créature, c'est un personnage Homo festivus, qui n'a d'autre ambition ni d'autre philosophie que celle du tout positif. Il me semble qu'on est dans une période de bouleversement complète et que le vivant actuel ne ressemble que très loin au vivant d'il y a même seulement peut-être 20 ans. Donc je lui ai donné un autre mot, un autre nom d'une façon expérimentale, pour autant que la fête, qui, dans les temps historiques, était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, me semble être devenue plus ou moins le tout, ou être en passe de devenir le tout de la vie quotidienne et le continuum même de la vie. Donc j'appelle l'habitant heureux de cette mutation, je l'appelle Homo festivus. C'est aussi un nom que je donne pour signifier qu'il y a une métamorphose en cours, que cet homme est anthropologiquement, il y a une dissolution complète du concret et du réel. C'est la festivisation généralisée. Qu'est-ce qui différencie la fête de la fête? Dans la redoutable civilisation du continuum festif, ce n'est plus la fête elle-même qui peut apporter un divertissement ou une diversion. Ton sur ton, pour ainsi dire, elle n'est plus dans la vie quotidienne que de la grisaille sur de la grisaille. Elle n'a plus que l'insuffisante consistance des jours dits normaux. Dans ces conditions, c'est le divertissement lui-même qui devient une privation ou une frustration, même si personne ne paraît encore s'en être aperçu. Et c'est la fête, telle qu'elle s'étale, qui est une désolation sans pareille et dont il faut trouver à se distraire, comme jadis on s'arrachait par du festif localisé à la routine du temps. Et c'est la dévastation, en revanche, ce sont les ravages et le fracas qui se chargent de l'inversion, du bouleversement de tous les bouleversements et de l'embrouillement de toutes les perspectives surembrouillées qui sont l'état régulier de l'existence actuelle. Caroline Laurent, le texte de Philippe Muret que je viens de lire, qu'on trouve dans Après l'Histoire, le deuxième volume d'Après l'Histoire, qui a été publié en 2000, est très fort, y compris philosophiquement, puisqu'il propose ce que Muret a nommé lui-même dans l'extrait qu'on a entendu avant, c'était dans l'émission Agora de François Angelier en 2000 aussi, une métamorphose anthropologique. La fête ne peut plus jouer le rôle de divertissement au sens où l'entendait Pascal, par exemple. L'homme, puisqu'il ne peut pas rester seul dans une chambre, doit se divertir. Or, aujourd'hui, cette métamorphose anthropologique fait que l'homme passe son temps à se divertir et que, du coup, c'est le sens même du divertissement qui perd son sens et sa substance. Et donc, l'homme est condamné à se divertir, donc à ne plus pouvoir se divertir. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour le dire autrement, c'est l'idée que le monde a été remplacé par l'éloge du monde. C'est-à-dire qu'une réalité s'est substituée à une autre pour devenir finalement irréelle. Il y a une phrase de Clément Rosset dans L'objet singulier très belle et très significative qui dit «
Le réel est ce qui est sans double. Et notre société, que fait-elle? Elle ne cesse de créer des doubles, des duplicata permanents de cette, en effet, festivisation massive. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous sommes après l'histoire. Cela signifie que la négativité dont parlait Hegel n'existe plus. Alors, essayons de définir en quelques mots cette négativité. C'était ce principe qui, de tout temps, en fait, a permis à l'histoire d'exister en tant qu'histoire, tout simplement, qui consistait à exprimer un désaccord avec le monde donné et, par ce désaccord, à recréer un monde, c'est-à-dire une espèce d'action permanente et de moteur. Aujourd'hui, nous sommes, comme le dit Hegel, dans une phrase d'ailleurs que Murray cite souvent, dans le dimanche de la vie. Le dimanche de la vie qui égalise tout et qui éloigne toute idée du mal. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce, en effet, de société de la redondance permanente qui a évincé toute forme de mal. Et on aboutit à des folies absolument incroyables et jubilatoires pour qui, justement, cherche à en faire la critique. C'est-à-dire un monde qui ne cesse de se répéter lui-même, qui ne cesse de s'éloigner de toute forme de réel et qui devient une espèce de monstre, tout simplement. Un monstre qui n'aurait plus de valeur à trop vouloir en brandir une. Et c'est aussi ça le constat de Murray. À vouloir brandir des valeurs exclusivement positives, en tout cas. C'est-à-dire que le mal étant devenu suspect, on s'invente exclusivement un monde, l'empire du bien, c'est un titre de Murray, mais qui est intéressant dans une mesure puisque le bien, entre guillemets, actuel, cherche quand même à se recréer des adversaires. Pour exister, il a besoin évidemment d'un miroir. Et en se recréant des adversaires, ce qu'il appelle des dangers protégés, il empêche en réalité toute constitution d'un mal réel. Et à partir de là, il donne des exemples extrêmement convaincants, je trouve. J'en citerai un seul, mais qui me paraît suffisamment significatif. C'était la fameuse émission de télé-réalité Love Story. C'était donc diffusée sur M6 au début des années 2000 et qui avait suscité évidemment un tas de polémiques parce que c'était une télé-poubelle absolument ignoble. La chose, certes, évidemment télé-poubelle, évidemment ignoble, mais la chose qui quand même devenait amusante, c'est que les contempteurs de cette télé-réalité étaient finalement ceux qui avaient tout droit conduit. Dans le sens où, qu'est-ce que c'était que Love Story, à part la conclusion logique de notre société de la transparence absolue, de notre société refusant la disjonction entre vie privée et vie publique, cette espèce d'infantilisation globale aussi du monde, qui se retrouvait finalement concentrée dans une émission. C'est-à-dire que le nouvel adversaire devenait Love Story, alors que le système avait totalement cautionné l'émission à venir en appliquant ces mêmes principes au quotidien. Donc finalement, que dit Murray? Il dénonce ce règne du bien, de la bien-pensance. Il regrette l'absence de quelqu'un qui tiendrait le côté du mal, ou alors lui-même veut le tenir, et c'est peut-être là que se trouve son cynisme. Mais il tire sur tout le monde, c'est-à-dire que même dans ses textes contre la bien-pensance ou contre la fête, j'y reviens, il dénonce autant la gay pride que la catho pride. Donc finalement, est-ce que politiquement, sa position peut se traduire d'une façon ou d'une autre? Alors, Murray, qu'on a eu tendance, enfin, ce on aussi, il faudrait y revenir, mais qu'on a eu tendance à classer à droite parmi des nouveaux réactionnaires, ne l'était pas. Non. C'est-à-dire qu'il s'en prend en effet beaucoup à la gauche. Il y a des textes sur notamment le sourire de Ségolène Royal, sourire terrorisant. Mais non, on ne peut pas le classer dans un parti parce qu'il était évidemment au-dessus de tout parti, au-dessus de tout engagement idéologique. La chose, en revanche, qu'on peut comprendre, c'est que la gauche, pour exister en tant que gauche aujourd'hui, avait besoin de se créer des adversaires avec la droite. Mais en réalité, ces clivages-là n'ont plus lieu d'être. Et Murray, d'ailleurs, comme Houellebecq, cherche totalement à s'émanciper de ça. Mais la gauche tend une espèce de perche incroyable pour ce genre d'auteur. Donc forcément, il est plus facile et plus évident peut-être de s'attaquer à elle qu'à la droite en soi. Ben c'est vrai que comme contenu de la gauche, à un moment donné, il y a eu, enfin on peut s'en souvenir, il y a eu une société partageuse, quoi. Mais tout ça a complètement disparu, la gauche est devenue libérale. Ensuite, il est resté une espèce de libertarisme,
Mais c'est fini, ça, la gauche est anti-drogue, anti-tabac. Donc la seule cause sur laquelle, parce qu'il faut quand même des causes un peu mobilisatrices, enfin, sur lesquelles on arrive à mettre d'accord la gauche, et c'est l'antiracisme. Il y a une phrase que j'adore de Cioran: ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Toujours, je m'excuse, vous ne voulez pas qu'on en parle, mais la gauche, finalement, on pourrait dire que c'est des gens qui croient que ça va aller mieux. Ils sont progressistes. Moi, je suis réactionnaire. J'y crois pas, moi, au partage. Non, je n'aime pas du tout l'obligation fraternelle des gens de gauche, comme si j'étais obligé de fraterniser. Je fraternise avec personne, moi. Je réagis en fonction d'une doxa. Hein. La doxa, c'est tout le monde fait de la compassionnelle, tout le monde travaille pour les pauvres, tout le monde... Je suis très phobique de la gauche. Je vois toujours des Russes arriver, nous obliger à aller travailler au champ, parce que ton but sera d'aller au champ et de fermer ta gueule, t'entends? La dictature du prolétariat, je sais, putain, mais moi je vois aucune mythologie dans le prolétaire, il est aussi salaud que l'autre. Moi j'aime beaucoup la phrase de Céline: qu'est-ce qu'un prolo? C'est un bourgeois qui n'a pas réussi. J'aime bien cette phrase, elle est violente, hein. Mais ce qu'il y a de droite en moi, c'est le pessimisme. Ça, j'ai ça en moi très profond. Croire absolument pas à l'angélisme de l'homme. Je pense pas du tout que les hommes sont bons. Les hommes sont des fientes les unes pour les autres, et qu'au bout d'une minute, l'autre veut te dominer, ou tu le domines, ou il veut te niquer, il croit que... Enfin, il y a toujours des magouilles. L'homme est médiocre, mais l'homme est merveilleusement médiocre. À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir, et sûrement on en aura une. Ah non! Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h28. C'est le 3e temps de notre semaine consacrée au cynisme, en partenariat avec le magazine littéraire qui consacre le dossier de ce mois-ci au cynisme. Et aujourd'hui, nous parlons de Michel Houellebecq et Philippe Muret en compagnie de Caroline Laurent. On n'aime pas trop les Arabes et les Noirs. Tant mieux comme ça à gauche, bah nous on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat, que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos. Parce que pour nous, l'écologie, en fait, c'est juste un parti de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4. Par contre, on peut pas dire nous, on soutient les écolos, puisqu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants. Eh, vas-y, grand, fais chanter ta mère. À droite, on pense que... Et c'est non pas sur les aboiements du chien du cynique, mais sur les meuglements des vaches que je reprends la parole, Caroline Laurent. Alors, nous venons d'entendre une chanson de Didier Super sur la droite et la gauche, qui suivait un extrait de Fabrice Lucchini, qui lui-même a interprété des textes de Philippe Muret, qui est sans doute plus muréen que Muret lui-même. C'est assez amusant de l'entendre parler. Et avant cela, Houellebecq, qui lui-même disait qu'effectivement, la droite comme la gauche, finalement, peu importe, mais il citait cette phrase quand même assez éloquente: il faut bien des causes mobilisatrices. Il disait oui, il est plus facile de taper sur la gauche parce qu'il faut bien des causes mobilisatrices. Ce qui pose quand même la question de savoir dans quelle mesure, pour l'un comme pour l'autre, pour Houellebecq comme pour Muret, ce cynisme, ce geste littéraire qui va quand même taper sur tout ce qui bouge, sur tout ce qu'il y a autour d'eux et qui ne croit plus en rien, relève d'un trait de caractère finalement, d'une forme de mécontentement existentiel qui fait que ils vont trouver des prétextes pour taper sur tout le monde, ou bien simplement d'une posture littéraire qui serait juste une façon de trouver un sens, de justifier leur existence dans cette société. Alors je ne pense pas qu'il s'agisse de posture du tout, parce qu'il y a un engagement réel dans les propos. On ne peut en aucun cas, même si en effet il y a une forme d'outrance, une forme d'amplification, de mise en scène, de théâtralisation, il est évident que Muret comme Houellebecq sont totalement en phase avec eux-mêmes lorsqu'ils écrivent. Sinon, ils ne seraient pas des écrivains. Mais ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on a pu entendre, en effet très drôle juste avant, c'est qu'en réalité, ce qui est en germe dans la gauche, mais finalement dans la société dans son ensemble, c'est cette espèce de mythe de l'égalité. Et je crois que là, on touche à quelque chose d'extrêmement important
que ce soit dans l'œuvre de Muret comme celle de Houellebecq. Muret parle d'égalitisme même, c'est-à-dire une espèce de maladie comme ça qui atteint la société et qui vise à tout niveler et à tout ramener à une espèce en effet d'égalité totalement impossible à mettre en œuvre et puis surtout non souhaitable. Ce qui fonde l'œuvre de Muret ou de Houellebecq, c'est la différenciation. La différenciation qui est avant tout différenciation des sexes, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui permet en réalité de se raccorder à l'histoire. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi l'histoire de la sexualité. C'est cette espèce de principe qui a permis tout simplement le conflit, véritablement le conflit au sens premier. Et je dis bien sexualité, je ne dis pas procréation, parce que la sexualité, c'est ce qui arrache l'homme à la nature. La reproduction, c'est ce qui entre dans un processus biologique. Alors, à travers cette idée de l'égalitisme, ce que Muret arrive à montrer de manière extraordinaire, c'est, encore une fois, l'hypocrisie absolue de notre temps. Mais quel est le problème vraiment ? Parce que c'est une chose de dénoncer l'hypocrisie absolue, et ça, il n'est pas le seul à le faire. C'en est une autre alors non pas forcément de proposer quelque chose, mais d'avoir un discours construit. C'est-à-dire que lorsqu'il dénonce l'égalitisme, au nom de quoi le dénonce-t-il ? Est-ce que c'est, par exemple, dans une perspective qui serait nietzschéenne, où Nietzsche dénonce le phénomène de troupeau dans lequel les hommes se trouvent, parce que tout simplement ça affaiblit l'homme, et du coup cela nuit non seulement à l'homme de manière individuelle, mais à la société elle-même. Chez Muret, au nom de quoi cette dénonciation est-elle formulée ? Au nom de l'individu, au nom de la liberté, totalement. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une réaction personnelle, individuelle, dans une forme aussi de libre arbitre, on se trouve pris, englué dans une masse. Et cette masse-là, elle est forcément inquiétante, parce que quand le majoritaire domine, on n'est jamais très très loin finalement d'une forme de tyrannie, de dictature. Et Muret, de la même façon, montre ça très bien. Houellebecq, montre ça très bien aussi. C'est-à-dire qu'il y a la masse qui, en effet, est du côté du tout positif. Et puis, il y a l'individu qui s'oppose à cette masse, qui, du coup, fait l'expérience, lui aussi, de la solitude. C'est le cas de personnages comme Dzerzhinsky dans Les particules élémentaires ou du fameux informaticien d'extension du domaine de la lutte, mais qui permettent, par leur désolidarisation du groupe, en réalité, de mettre en évidence une certaine vérité qui est pessimiste, totalement pessimiste. Donc il s'agit quand même de mettre en œuvre une autre vérité, c'est une vérité contre une autre vérité. Donc au fond, est-ce que Muret et Houellebecq ne tombent pas sous le coup de leurs propres accusations ? Non, dans le sens où la vérité du groupe, pour eux, n'en est pas une, du tout. C'est un simulacre. C'est une illusion, c'est une allégorie platonicienne, si vous voulez. On n'est pas dans une vérité quand on montre l'empire du bien. L'empire du bien est un concept qui permet en fait à Muret de penser le monde tel qu'il est, mais en aucun cas il s'agit de dire que ce bien-là est un véritable bien. Bien sûr que ça n'en est pas. Mais est-ce qu'il reste un véritable bien ? Est-ce que l'empire du mal serait le véritable bien ? C'est pas ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est le conflit. Ce qu'il recherche, c'est en fait le moteur de l'histoire. Et c'est ça, justement, qui a disparu. Et alors, là où ça devient, encore une fois, très riche et très stimulant, c'est que notre monde étant fou, le réel, en fait, est devenu fiction. Tout est sans cesse recréé. Alors, que reste-t-il pour vraiment montrer le réel ? C'est le romanesque. Donc la littérature est devenue le lieu du réel. Et c'est cette vérité-là que les deux auteurs cherchent tout au long de leur œuvre. Ce qu'il y a de fondant à Cordicopolis, ce sont toutes ces âmes idylliques qui s'imaginent qu'on pourrait avoir le bien sans mal, le tigre sans ses griffes, la langue française sans ses buissons d'épineuses incohérences, le soleil sans la pluie, des voitures sans pollution, une bonne télé sans ses pubs, la littérature sans son revers de crime par lequel elle s'immortalise, les loisirs de masse sans le béton, la chimie industrielle sans les pluies acides, le beurre sans l'argent pour le payer, midi à 14h, comme toujours. Autant rêver Céline sans ses bagatelles. Un Céline qui penserait juste, ainsi que je l'ai lu quelque part. La réconciliation des contraires, le paradis sans la chute, le trémolo enfin reconnu, établi dans tous ses droits et sans aucune contrepartie.
Voilà l'utopie des bien-pensants. L'idéal de l'ultra-doux planétaire. Plus de matière grasse, plus de colorants, rien que des objectifs super light sous les déguisements de la vertu. Mes chers amis, c'est avant tout en tant que président de l'Association des non-handicapés de France que je m'adresse à vous ce soir. C'est vers vous, les non-vieux, les non-jeunes, les non-chômeurs, les non-femmes, les non-affamés, les non-émigrés, les non-homosexuels, les non-infirmes, les non-mongoliens, c'est vers vous que vont ce soir toutes mes pensées. Nous formons, mes chers amis, dans ce pays, une minorité, certes, mais cette minorité, comme les autres minorités, a le droit de se faire entendre. Et pour cela, nous devons nous unir et montrer au monde que nous existons, avec nos différences, certes, mais ces différences, les autres doivent, au nom de la solidarité nationale, les reconnaître et les accepter. Qui dénonce mieux la bien-pensance dont parle Muret que Pierre Desproges, hein, avec son sketch sur les non-handicapés. Mais alors vous disiez, et alors le texte que j'ai lu parle de la cordicopolis, cet endroit où tout le monde se devrait de sourire. Hein. Vous parliez du texte contre le sourire de Ségolène Royal, qui montrait bien que c'était un univers de réconciliation des contraires, de bien-pensance, de vérité, la volonté d'être dans le bien. Et vous dites, Philippe Muret, lui au contraire, veut le conflit, puisque le conflit est le seul moteur de l'histoire. C'est donc qu'il a bien envie que ça continue. Ce qu'il regrette, il ne souhaite pas la fin de toute chose, comme pourrait le décrire Houellebecq dans ses romans. Il ne souhaite pas la fin de toute chose pour une raison très simple, c'est qu'il estime qu'on est déjà dans un monde d'après la fin. Pourquoi on ne peut pas parler de nihilisme, par exemple, pour Muret, c'est qu'on est déjà dans une société, dans un monde qui n'existe plus. C'est merveilleux, on vit dans une espèce de néant globalisé. Et c'était extrêmement drôle, évidemment, ce passage-là de Desproges, mais qui dit bien, encore une fois, la folie de cette société qui, en effet, cherche la minorité, cherche l'égalité générale et l'aplanissement de toute valeur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une forme d'envie, je ne sais pas comment exprimer ça, que les choses continuent. C'est en tout cas une question qu'il pose. Oui, mais s'il regrette avant tout la perte de tension au sein de cette société, puisque tous les antagonismes seraient happés par la seule bien-pensance, s'il le regrette donc, c'est donc qu'il souhaiterait que ces tensions aient lieu et donc que l'histoire puisse continuer. Je ne pense pas qu'il la regrette. Je pense juste qu'il s'amuse à s'en emparer pour pouvoir faire une œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'en réalité, toute l'œuvre de Muret, mais vraiment de ses premiers romans jusqu'aux essais, en passant par des nouvelles, enfin, tout constitue, la poésie bien sûr, tout constitue une forme de cathédrale, pour reprendre l'image proustienne, qui est en soi l'illustration exacte de notre monde. Tout cela fait œuvre. Donc, d'une certaine façon, sans la disparition de ce conflit, de ces antagonismes-là, il n'y aurait pas eu Philippe Muret. Donc Philippe Muret est ce moderne qui s'est fondé contre les modernes. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que comment résister en effet à cette espèce de disparition du réel, ce qu'il appelle aussi la déréalisation du monde, eh bien c'est tout simplement de faire une œuvre littéraire. Mais faire une œuvre littéraire sous un jour totalement nouveau. Je pense qu'on peut lire ses essais comme une œuvre romanesque. On l'a baptisé chroniqueur, ce qu'il a été, puisqu'en effet, les textes d'après l'histoire ont été d'abord publiés dans la Revue des Deux Mondes, mais ce qu'il met en scène à travers Homo Festivus, ce sont des personnages. Et le démiurge qui tient tous ces personnages, c'est Philippe Muret. Le paradoxe étant qu'il croit en un réel, puisqu'il n'arrête pas de dénoncer la perte de réel au sein de cette société, qui aurait tout à fait éliminé le réel, dit-il, mais que celui-ci, pour le ressaisir, c'est par la littérature qu'il y parvient. Donc on est face à ce paradoxe qui fait que c'est la littérature qui devient le réel. Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on renoue avec une caractéristique du cynisme moderne. Il y a un texte de Jean-François Louette, Chien de plume, qui exprime ça très bien, à savoir que le cynisme contemporain s'en prend à l'art. Il y a une forme d'introspection et puis d'autocritique dans ce cynisme-là. Et c'est tout un combat, en fait, pour montrer à quel point l'art ne peut plus dire les choses telles qu'elles étaient, parce que le substrat sur lequel il s'appuyait a disparu, à savoir le réel. Et c'est paradoxalement cette lutte contre la disparition du réel qui constitue l'œuvre, en effet.
C'est ce qu'écrit Peter Sloterdijk dans son texte Un critique de la raison cynique. Il dit « La modernité esthétique fournit un art de pralines empoisonnées. On peut peut-être les regarder en connaisseur avec une froide excitation, mais on ne peut pas les prendre sans risque d'indisposition. Dans les arts modernes, on vomit tant de fraîche négativité que l'idée de plaisir s'évapore. C'est seulement dans le snobisme, chez une élite de connaisseurs et chez les fétichistes, que fleurit le plaisir de l'incommestibilité, remontant au dandysme du XIXe siècle pour réapparaître aujourd'hui, élégant et affreux, dans les auto-stylisations de bandes de jeunes. » On a ici un renversement du renversement. Là encore, on retrouve ce que disait Philippe Muret sur la société du divertissement. Tout à fait. C'est-à-dire que dans notre société, en effet, festive, hyper festive même, il y a une nouvelle valeur qui est en fait la subversion. Alors, on sait que le cynisme antique avait pour principe de renverser les valeurs. La subversion, par son étymologie, nous parle bien en effet d'un renversement de valeurs. Sauf que cette subversion-là n'en est plus une si tout le monde s'en empare. Elle est devenue la norme. Alors, c'est très amusant de voir en effet comment bâtir une parole singulière et libre face au tout subversif. Et encore une fois, il y a un seul moyen d'y parvenir pour Muret comme pour Houellebecq, et c'est l'œuvre littéraire. Et l'œuvre littéraire, je dirais même l'œuvre romanesque. C'est-à-dire que la fiction devient un principe heuristique pour comprendre le réel. Et est-ce que Philippe Muret fait la généalogie de cette situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il explique comment nous en sommes arrivés là, en réalité? C'est toute la question du roman. Comme il le dit très justement dans Festivus, Festivus, la seule question finalement que doit traiter le romancier, c'est que se passe-t-il et comment en est-on arrivé là? Et il parle d'ailleurs avec beaucoup de beauté, je trouve, de l'œuvre de Houellebecq, Les particules élémentaires, dans un article qui s'intitule « Et en tout, ils apercevaient la fin », qui fait écho à l'extrait qu'on a entendu au début de l'émission, et qui montre bien que, de fait, la littérature est forcément cette opposition au réel et une forme de ressaisissement qui a toujours à voir avec la mort. Je me suis intéressé tout récemment, c'est pas dans les exorcismes là, juste pour parler des rêves, il y a eu la première rêve autorisée a eu lieu à la fin du mois d'août dans un petit village de Bretagne. Elle a été relatée uniquement dans la presse régionale, mais dans toute la presse régionale comme une grande réussite. On expliquait qu'elle s'était déroulée sans incident. Il y a eu 500 poulets morts. Parce que les baffles gigantesques avaient été posés contre un poulailler, un grand poulailler, un grand élevage, et les poulets affolés par les lumières stroboscopiques et surtout par les décibels monstrueux, se sont bousculés, grimpés dessus toute la nuit et sont morts étouffés. Le fermier et sa famille ont passé leur nuit à essayer de les disperser et à les empêcher de s'étouffer. Ils étaient 20 000, il y en avait 500 de morts. Il n'y a pas eu de protestation des associations d'amis des animaux ni rien du tout. C'était juste des poulets. Souffrance pour souffrance, je crois qu'il faut en effet maintenir le point de vue des poulets. La Love Parade de Berlin se solde par les massacres de crapauds sourds, et les survivants deviennent sourds. Au Cap d'Agde, à l'opposé, on assiste à la coexistence paisible dans les supermarchés comme dans les bars, de tenues extrêmement variées, allant de la nudité intégrale à un habillement de type traditionnel, en passant par des tenues à vocation ouvertement érotique. Le voyeurisme y est en outre tacitement admis. Il est courant sur la plage de voir les hommes s'arrêter devant les sexes féminins offerts à leur regard. De nombreuses femmes donnent même à cette contemplation un caractère plus intime par le choix de l'épilation qui facilite l'examen du clitoris et des grandes lèvres. Tout ceci crée, lors même qu'on n'a pas pris part aux activités spécifiques du centre, un climat extrêmement singulier, aussi éloigné de l'ambiance érotique et narcissique des discothèques italiennes que du climat louche propre au quartier chaud des grandes villes. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses, j'aime tes fesses.
Merci beaucoup Caroline Laurent Merci à vous. venue nous parler de Murray Houellebecq aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes éditrice chez Lattès et que vous préparez une thèse sur l'esthétique du cynisme chez Philippe Murray. Eh bien, bon courage pour ce travail. Merci beaucoup. On a hâte de vous lire. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, pourquoi j'aime tes fesses? Parce que j'aime tes fesses, parce que j'aime tes fesses. J'aime tes fesses. J'aime tes fesses. Et puis, chers auditeurs, je vous renvoie à la lecture du magazine littéraire qui, ce mois-ci, consacre un dossier au cynisme dans lequel on trouve un article de vous, Caroline Laurent, sur Murray Houellebecq. Vous avez intitulé Murray Houellebecq, les troubles faits. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est bientôt 10h47. Encore 2 minutes papillon, c'est l'heure de retrouver Géraldine Bosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Donc vous continuez à nous parler de livres qui ont trait à la subversion, n'est-ce pas? Tout à fait, encore et toujours de la subversion à l'occasion de la parution de Pour une contemplation subversive de Christophe Pellet aux éditions de l'Arche. Après Georges Bataille et les dérives identitaires dont j'ai parlé lundi et hier, la contemplation ne semble pas avoir quoi que ce soit de subversif. Si l'on reprend la définition de la subversion, il s'agit d'une action visant à saper les valeurs et les institutions établies. C'est la définition du Petit Larousse 2009. Et si l'on prend la définition de la contemplation, toujours dans le Petit Larousse 2009, c'est, je cite, l'application profonde de l'esprit à un objet intellectuel ou esthétique. Alors en quoi contempler un paysage ou une œuvre d'art, c'est-à-dire appliquer profondément son esprit à un objet, pourrait-il être un acte subversif? Eh bien la réponse se trouve dans le petit ouvrage de Christophe Pellet qui porte bien son titre, Pour une contemplation subversive, et qui est paru aux éditions de l'Arche. Alors cet ouvrage se présente comme une série de notations libres, un ensemble de réflexions à la première personne qui croise autant la littérature que le cinéma, mais aussi la philosophie. Christophe Pellet cite en premier lieu le philosophe-poète Gaston Bachelard, le penseur par excellence des rapports entre les éléments naturels et l'âme tout entière. C'est qu'à partir de Bachelard et en suivant Christophe Pellet, on voit que la contemplation va plus loin qu'une activité de l'esprit. Elle engage aussi le corps. Le contemplateur, et non le contemplatif, Christophe Pellet insiste bien sur cette distinction. Donc le contemplateur marque un temps d'arrêt dans le temps quotidien. Il s'extrait d'un lieu pour se plonger dans un corps à corps avec la matière. Et là est la subversion, se mettre hors de la course imposée par le temps et les frontières de la production pour interroger autrement sa place dans le monde. Alors pour Christophe Pellet, la contemplation n'est donc pas seulement une expérience individuelle, mais elle a aussi des effets politiques. Et rien de mieux qu'une image pour comprendre cette expérience. Christophe Pellet parle de la contemplation comme d'une immolation, celle de l'âme qui s'enflamme et s'arrache du temps, mais rien de mieux non plus que des images. Christophe Pellet consacre beaucoup de pages au cinéma et notamment des notes pour un cinéma contemplatif et subversif. Eh bien, l'appel est lancé. Pour une contemplation subversive, c'est le titre de l'ouvrage. Tout à fait, c'est de Christophe Pellet et c'est aux éditions de l'Arche. Merci Géraldine, ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée au cynisme. Demain, je vous proposerai un retour à Diogène, c'est-à-dire donc Diogène, le fondateur du cynisme, l'école philosophique, sans doute nous verrons cela. Ce sera avec Suzanne Husson. Suzanne Husson, j'ai mal prononcé son nom. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la réécouter, la télécharger pendant près de 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Gentil. Et ça vous saute dessus, ça vous lèche, enfin c'est hyper gentil.